Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je vais être obligée de garder mes lunettes pour la vidéo parce que je vais être bien incapable de lire les questions sans et que je me vois pas les enlever, les retirer et avoir des espèces de grosses marques pas très agréables sur le visage. Je vous ai demandé il y a une semaine ou deux sur Instagram de me poser des questions et je vous ai demandé en parallèle sur YouTube hier de me poser des questions. Donc j'ai fait un petit melting pot de tout. Cette vidéo est en partenariat avec la plateforme Nextory. Nextory, c'est un partenaire que vous retrouvez assez fréquemment sur la chaîne YouTube. C'est une plateforme de lecture en ligne. Je vous rappelle le code pour bénéficier des 45 jours gratuits. Vous pouvez y retrouver autant du livre audio, du livre numérique, des contenus audio exclusifs, du podcast ou encore de la BD et bien d'autres formes. Le tout avec une proposition de plus de 350 000 titres dans tous les genres que vous pouvez imaginer, de la fantaisie à la romance en passant par la littérature classique ou même le guide pratique. C'est toujours hyper agréable d'entendre un podcast ou un livre audio quand on fait des tâches manuelles comme, je ne sais pas moi, votre ménage, conduire ou tout simplement faire sa compta. C'est une plateforme que vous pouvez utiliser de bien des manières, que ce soit aussi en lecture simple, c'est-à-dire vous écoutez le livre ou vous lisez le livre numérique d'une traite, ou même en lecture complémentaire. Si vous êtes un lecteur qui est pas mal occupé, qui prend les transports en commun par exemple, vous pouvez par exemple lire votre livre en physique chez vous et lire le livre en transport en commun via le livre audio par exemple ou le livre numérique. Il y a certains livres qu'on n'a pas forcément envie d'abîmer dans notre sac, donc ça peut être une alternative à tout ceci. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire La chute de Gondoline de Tolkien. Je pourrais tout simplement retrouver ce texte en audio pour pouvoir compléter ma lecture si j'avais des transports en commun à effectuer. Je vous rappelle le petit code promo ici et en barre d'infos. Et je remercie encore Nextory pour ce partenariat. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace, dont Mons Livre, le 23 et 24 novembre. Je fais 2 dates en Belgique et c'est toujours à Mons. On y est tellement bien accueillis que je ne veux pas quitter la ville, mais c'est le salon du livre de la Wallonie, c'est le plus grand salon du livre de cette région-ci. Le week-end d'après, le week-end entre novembre et décembre, je serai à Miroménil comme tous les ans pour le marché de Noël, donc qui est au château de Maupassant à côté de Dieppe pendant 3 jours. Commençons la FAQ avec la question qui a été posée et qui, ça fait plaisir, mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment une tête de déterré ou que l'année a été difficile, mais comment ça va? Voilà, comment ça va? Moyen, pour tout vous dire. J'ai couplé avec comment va la maison. Es-tu heureuse? Es-tu heureuse de tous ces changements? La vie est dure en ce moment, je peux vous le dire, mais il y a pire, mais je suis dans un mood... je me laisse glisser, voilà, je me laisse glisser. J'ai enchaîné beaucoup de choses difficiles ces derniers mois. J'ai eu une déconvenue quand même très importante au niveau du travail, avec l'annulation d'une publication qui n'était pas de mon fait à la base, mais qui a été d'un accord commun. Voilà, donc je l'ai assez mal vécu dans les conditions que ça a été fait, et surtout j'ai eu plein de merde, que ça soit professionnel et personnel, en enchaînement, dont une blessure. Je me suis cassé la gueule comme une vieille loutre en portant des trucs en sortant de chez moi, et j'en ai eu pour quasiment 1 mois d'attelle. C'est long et je suis encore en train de faire de la kiné pour essayer de rattraper ma cheville qui est un peu récalcitrante. Ce qui fait que la combinaison de tout me pousse à être dans un mood de je m'en foutiste. Là, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rien. Ce qui est un peu compliqué à gérer quand tu gères une entreprise. Et donc, j'ai annulé tout ce que je voulais faire pour la fin de l'année, dont la publication. J'avais d'autres projets que j'ai annulés aussi parce que j'avais pas le cœur à ça. Il y aura des nouveaux projets en 2025, dont la suite de La forêt aux fleurs d'or qui sortira, et normalement un autre texte. J'ai déjà une piste assez sérieuse. Et en ce moment, il y a une campagne de soumission de manuscrits qui est ouverte pour les 3 normes pour 2025-2026. La santé, ça va mieux, mais le mood, je pense de toute manière, vu ce qui s'est passé, que les gens comprendront quand même que j'ai un peu de mal à m'en remettre. Parce que même si, et ça a été hyper positif, je ne m'attendais pas du tout à cette vague de soutien. Beaucoup de gens me disent qu'il faut tirer du positif. T'as du mal à tirer du positif quand t'as perdu 4 mois de travail, 4 mois de salaire, 4 mois de... Voilà, quand t'as perdu 4 mois de ta vie à bosser sans relâche, c'est sûr que la pilule est un peu difficile à avaler. Je suis en train de tout relâcher, d'être fatiguée constamment et tout, mais je pense que c'est
le fait que ça fait quasiment 5 ans que je travaille sans relâche, avec très peu de vacances. Et donc, je pense que là, je suis un peu à bout et que c'est pas prévu que j'ai beaucoup de temps non plus. Et que cette année a été très différente des autres années. J'ai passé un step dans ma vie, ce qui fait que j'ai une jeune et noble bâtisse, non, plutôt une vieille bicoque qui date au moins du 18e siècle, ouais, 19e siècle, qu'il faut retaper. Et donc là, je suis entre travaux, et gérer la maison d'édition et gérer la chaîne YouTube, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur comment je faisais pour gérer la chaîne YouTube, la maison d'édition, et les travaux aussi. C'est un autre truc en plus, c'est que je n'ai pas de temps pour moi, voilà, et en fait je crois pas qu'on gère à un moment, et que je dois faire des sacrifices sur certaines choses des 3 normes pour pouvoir avancer sur ma vie perso et tout. Mais je crois que j'ai eu le déclic cette année. Je crois que ma vie perso est plus importante que ma vie professionnelle et que on verra, on ira avec les 3 normes. Mais sincèrement, hein, pour les gens qui ont vu le vlog, cet été, après ce qui s'est passé, j'ai envisagé sérieusement d'arrêter les 3 normes et d'arrêter de me faire chier à bosser comme un chien et à être très peu payée pour ce type de résultats, quoi. Donc là, je suis un peu en mode... Je vois encore l'année prochaine, voilà. Je suis dans un tout autre mindset récemment, mais je suis en mode l'avenir nous dira, mais je ne sais pas où je vais. J'y vais, mais je ne sais pas. Et on est dans une période de crise en plus, où il y a beaucoup de maisons d'édition qui ferment, c'est très stressant, et l'année 2024 a été très très dure, quoi. Donc c'est toutes ces choses qui font que quand tu fais de l'édition éthique avec peu de marge, c'est difficile de s'en sortir, quoi. Donc je remercie encore les gens qui soutiennent et qui soutiendront pour Noël. On va dire que j'ai bien mangé pour essayer de compenser tout ça, quoi. Alors, quelles sont mes attentes en tant que lectrice aujourd'hui ? Mes attentes, pour tout vous dire, ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur, et surtout, je crois que ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de lire à un moment T. J'ai des attentes en termes de fantasy, c'est-à-dire que je pense que plus tu lis un genre littéraire, plus tu as des attentes sur ce genre littéraire-ci, hein, je suis de plus en plus chiante sur la fantasy adulte. Pour moi, le trio d'or, ça reste worldbuilding très développé, personnages construits, crédibles, réalistes et originaux, et histoire que t'as pas lu 50 fois. Voilà, de l'originalité avec des engagements, des questions, du développement. Moi, c'est le trio d'or. La plume, c'est quelque chose que et bizarrement, j'ai tendance à être un peu plus relax sur la plume qu'avant, parce que je pense que quand je suis sortie de mes études littéraires, quand je suis sortie de mon master d'édition, j'étais très très pointilleuse sur la plume. Et là, je suis en mode, des fois, il faut accepter aussi que la littérature, c'est un divertissement. Moi, j'ai un rapport à la littérature, on en avait déjà parlé, qui n'est pas du tout sain. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de lire. C'est pas j'ai envie, j'aime bien lire, c'est un besoin, comme des gens ont besoin de fumer des clopes ou de boire de l'alcool. C'est exactement la même chose, c'est addictif. Je ne dors quasiment pas si je ne lis pas. Et donc, ça entraîne une sorte de boulimie. Et donc, j'étais dans ce truc de toujours rechercher le meilleur, des coups de cœur. Et en fait, plus les années passent, plus je me dis, tout ce que je lis, c'est moins bon que j'ai l'impression que ce que je lisais avant. C'est peut-être pas le cas. C'est juste que mon horizon d'attente a augmenté, que je suis plus chiante sur pas mal de choses, que j'ai lu plus de choses. Donc forcément, il y a beaucoup de choses que je trouve moins originales, moins construites, des trucs que j'ai un peu vus et revus. Mais j'ai accepté qu'en fait, en fonction de mes lectures, en fonction du mood, en fonction du livre, j'ai pas les mêmes attentes. Un livre young adulte, je vais pas avoir les mêmes attentes qu'un livre adulte. Un livre young adulte, je sais que la cible c'est comme ça, donc je m'attends à avoir ce mood-ci. Pareil pour un livre jeunesse. Un livre jeunesse, moi, c'est du divertissement pur et dur. Voilà. J'aime bien quand il y a des thèmes bien développés. Quand je lis du cozy mystery, qui est un peu ma nouvelle passion dans la vie, le cozy mystery, je ne le lis pas pour la qualité du texte. Le cozy mystery, je le lis parce que j'ai envie d'être sous ma couette à faire des petites enquêtes où on mange du pain d'épices. Tu vois, j'ai pas les mêmes attentes qu'un récit de fantasy, mais j'ai quand même des attentes. Tu vois, il y a des cosy où je trouve que c'est mal écrit et ça reste quand même la plume, l'histoire et ce genre de choses, la trame narrative. J'anticipe beaucoup plus ce qui se passe dans les livres, voilà. Mais je pense que c'est dû à mon métier aussi. Donc j'essaye de me challenger, de lire d'autres choses, j'essaye de lire des essais et notamment de varier. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive encore à accrocher à la lecture et tout et à pas me lasser, c'est pour ça, c'est parce que je varie. Mais mes attentes, elles sont très variables et notamment tu peux avoir des attentes qui varient en fonction des auteurs. Il y a des auteurs que j'adore, j'ai un curseur qui est là. Un auteur où j'ai entendu
vraiment rien parler de lui, je vais me dire, oh, je vais dans la découverte. Par contre, tu vois, le problème de la hype, des trucs comme Akotar et tout, c'est que quand t'as des horizons d'attente qui sont calqués sur ceux d'autres lecteurs, des fois, ça te crée un petit problème, tu t'arrives pas à accrocher au truc, et ça arrive très fréquemment. Donc mon horizon d'attente est plus pointu en termes d'originalité, de construction, je veux des récits plus développés, plus originaux, qui changent, voilà, la fantaisie à papa, si je sais pas que c'est de la fantaisie à papa avant de démarrer, parce que ça n'a pas été un texte qui a été écrit dans les années 80, c'est niet. Tu vois, s'il y a de la fantaisie à papa en 2024, je dis les gars, il faudra peut-être un peu tourner la page, il faut qu'on avance sur d'autres choses, quoi. Mais ça dépend vraiment, quoi. Et puis je pense que c'est pareil pour les lecteurs qui lisent du thriller et tout. Quand t'as envie de lire un truc sanglant, j'ai envie de lire un truc sanglant. Quand je lis, c'est pareil. Alors notamment pour tout ce qui est biographie, essai et ce genre de choses. Moi, j'attends pas l'essai où je suis capable de faire la déduction toute seule. Ce que j'ai eu par exemple avec Terry Pratchett, où j'ai lu un essai où je l'ai trouvé vraiment pas terrible, parce qu'en fait, t'avais juste à lire les œuvres une fois et t'avais exactement la même... Le lecteur pouvait déduire exactement la même chose que la personne qui a fait un essai. Donc je suis en mode, moi j'ai besoin de trucs très fouillés, très, très pointus. En essai, moi c'est vrai que c'est un truc que je pensais pas, mais j'ai besoin que ça soit développé, et qu'il y a des moments, il y a des essais, il y a des articles, tu vois, ça arrive aussi avec Dune et tout, où je trouvais que c'était pas assez fouillé. Parce que j'ai ce truc de mon parcours littéraire, j'essaye quand je commence un livre, notamment de jeunes auteurs, d'auteurs français et tout, de me dire on se calme, voilà, on découvre, mais je pense que c'est en fonction de chaque livre, et même si j'ai mes grilles de lecture de base, vous voyez un petit peu dans les vidéos ce qui en ressort, quoi, en général de ce que je traite. Alors, est-ce que le fait d'avoir créé ta propre maison d'édition et d'avoir écrit ton roman a changé ta manière de lire ou d'aborder tes lectures sur YouTube? Alors déjà, gérer une maison d'édition et écrire en même temps que lire, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que moi, dès que j'écris, j'ai du mal à lire. Et dès que je corrige, j'ai des pannes de lecture. Donc c'est très compliqué quand t'es autant investi dans un univers. Quand je travaille sur un texte avec mes auteurs, j'ai des relectures de 50 à 60 fois parfois des manuscrits. Donc en fait, quand tu passes 10 heures de ta journée à lire sur un ordinateur des livres où il y a beaucoup de fautes, où il y a du travail éditorial, c'est pas de la lecture plaisir, tu vois. J'ai du mal à lire après. Donc ça a eu un impact, voilà, sur mon rythme de lecture, hein. Je lis beaucoup moins que d'habitude, et tu vois, c'est extrêmement con, mais là j'ai commencé à noter, tu sais, toutes mes lectures pour l'année. Le fait que cette année, il y a eu un problème et tout, et que j'ai un tout petit peu plus de temps vu l'annulation de la fin de l'année, et que là je suis en mode on souffle, j'avance sur d'autres choses, j'avance sur YouTube, je prépare 2025 et tout, je lis beaucoup plus. Parce que j'ai un peu plus de temps, j'ai des horaires de travail où je finis pas à 22h, ce qui était le cas quand même très très fréquemment, voilà, et en commençant à 7h du mat. Voilà, donc c'est des choses où j'ai des horaires de travail où 18h30, tu vois, je suis en mode j'ai fini tôt aujourd'hui, ça fait du bien, quoi. Donc j'essaye de me réapproprier aussi un truc un peu plus sain. Et donc ça a un impact forcément. C'est drôle la question qui a été posée, parce que je viens de lire un article qui s'appelle Playing in the Dark de Toni Morrison, qui est une autrice américaine assez connue, une autrice noire américaine qui a beaucoup milité, et qui expliquait que du moment que tu deviens auteur, en fait, ton rapport à la lecture est pas le même. Parce que quand t'es auteur, je trouve... moi, j'ai pas commencé à écrire... moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Donc déjà, tout ce qui est trame narrative et ce genre de choses, et c'est peut-être pour ça que l'édition, ça a bien marché et tout dans mes études et tout, parce que j'ai eu toujours la pensée de construction d'univers. Quand je lis un livre, je vois comment l'auteur, il tricote le truc derrière. Et je pense que c'est quelque chose, quand les gens commencent à écrire pas mal de choses, et même à lire beaucoup, tu arrives à détricoter la façon dont écrivent les auteurs, les thématiques, voilà. Et mon métier, nous, on nous a formés à ça. On nous a formés à faire de l'édition, à faire du travail éditorial. Donc forcément, quand je lis un texte, il arrive, alors avec les très bons textes, c'est pas forcément le cas, mais il m'arrive très très fréquemment de faire du travail éditorial sans y penser sur les lectures, à recorriger des phrases parce que je trouve qu'elles sonnent pas très très bien, avoir des problèmes de crédibilité, avoir des moments où je me dis ah putain, le worldbuilding aurait été mieux développé ici. C'est un peu le bordel là-haut. Quand tu regardes mes vidéos, moi j'ai commencé YouTube, j'avais 20 ans, ouais 21 ans.
J'ai pas le même rapport et la même façon de parler des livres, déjà parce que tu t'améliores avec le temps, mais même de penser les livres que quand j'ai fait mes études éditoriales et quand je suis devenue éditeur. Et même là maintenant, je pense que ça se voit sur la chaîne. Depuis que je gère une maison d'édition, je vous parle d'édition, je vous parle de livres, de fabrication, de choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais eu si j'étais pas éditeur ou si j'étais pas auteur, parce que on voit des choses, on voit les types de papier et tout. Le bouquin, tu ne le vois pas de la même manière qu'un consommateur. C'est comme un boulanger qui fait du pain. Il voit pas une baguette, lui, il voit les ingrédients, comment il les a mélangés et tout. On est un peu dans ce système-ci. Donc ce qui fait que, de toute manière, dans les vidéos, je le répète souvent, mais je vous fais des vidéos que moi je juge très simplistes en termes de chronique littéraire, parce que des fois, quand je m'écoute, je me dis, les gens, ils vont rien comprendre de ce que je veux dire. C'est trop pointilleux, c'est trop pointu, et c'est pas assez grand public. Et c'est quelque chose où je me rends bien compte, et notamment depuis le confinement, que sur la chaîne, on a des gens qui sont petits lecteurs, hein, et c'est pas un terme dévalorisant pour moi, des gens qui lisent assez peu, des gens qui se mettent à la lecture, que des gens qui ont bien plus de bouteilles que moi. Donc tu peux pas être élitiste, et la chaîne n'a pas pour but d'être élitiste non plus. Ça change aussi une autre façon d'aborder les lectures, c'est que je travaille dans le milieu de l'édition, je côtoie des gens du milieu de l'édition, je côtoie des collègues éditeurs, voilà, d'autres maisons d'édition, donc c'est assez particulier ma position, sincèrement, dans le milieu éditorial. Et donc forcément il y a des lectures que j'aborde différemment, parce que il y a des maisons d'édition, je connais les gens qui travaillent derrière, je connais les auteurs, voilà. Il y a des auteurs avec qui tu manges, il y a des auteurs avec qui tu discutes. Donc c'est pas le même rapport et c'est très compliqué, et il faut trouver un équilibre. Moi j'essaye d'être le plus transparente possible vis-à-vis des lectures et tout, mais ça me fend toujours un peu le cœur de faire une chronique moins bonne d'un auteur que j'apprécie ou d'un éditeur que j'apprécie, parce que y a le côté aussi où c'est pour ça qu'avec les éditeurs français je suis plus cool. Enfin, on parlait des attentes de lectrice, mais je suis toujours plus cool dans mes chroniques, et il y a des choses que je ne dis pas parce que c'est mon travail. C'est comme si toi t'allais critiquer ton collègue sur la table d'à côté en disant qu'il faisait pas bien son taf. Donc voilà, il y a les formes pour le dire quand même. Donc ça, c'est des choses qui changent un petit peu, mais je pense que tout éditeur qui existe et qui fait purement de l'édito et ce genre de choses va forcément dans ses lectures lire, corriger et anticiper énormément les scénarios. Moi, il y a beaucoup de livres où j'anticipe, et tu vois, il y a des bouquins où dans ma tête je me dis, dans celui-ci, tu rentres, tu te laisses couler et tu ne cherches pas à décortiquer l'histoire. Il y a des moments, je vois que mon cerveau est comment, j'ai dit mais ferme-la. Et je suis en mode, je sais que ça va par là, mais j'ai dit je ne veux pas, tu vois. Et il y a des moments, je dis ah tiens, il y a un cliffhanger, c'est surprenant. Et en fait, je suis en mode, bah non, en fait, t'avais anticipé ça dès le début de l'histoire. Donc ça, c'est un truc chiant. Et par rapport au métier d'écrivain, je pense, parce que moi j'estime pas que je suis écrivaine pour le coup, c'est une activité très annexe. Moi mon rapport il a changé où par exemple tu as des univers que tu lis et que tu dis oh j'aurais tellement voulu écrire ce genre de texte. Ou te dire quand tu lis des textes oh j'aimerais bien lire un truc dans la vibes de. Et ça, on est tous influencés d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un autre genre littéraire que tu aimerais découvrir prochainement, ou d'autres genres que tu voudrais tester ? Vous savez que moi j'aime bien tester des choses parce que déjà ça m'évite de m'ennuyer, que je trouve que c'est toujours pertinent de se challenger dans la vie. Il en reste que moi j'ai besoin de varier mes lectures. Il y a des moments je suis en trop plein d'imaginaire, je suis en trop plein de machin, j'ai besoin de varier. Alors, de toute façon, moi, je vais continuer à lire du Cozy Mystery, parce que j'ai bien l'impression que moi, c'est mon petit chocolat du soir. Tu vois, c'est mon truc, et je sais que c'est pas terrible la plupart du temps, mais j'apprécie ça. Il y a bien des genres que je voudrais tester. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, moi, je voudrais lire plus d'essais. Hein. C'est quelque chose que j'essaye de diversifier sur des sujets sur lesquels je suis pas du tout à l'aise. Par exemple, j'ai lu un essai sur l'IA, moi je suis pas du tout scientifique de base, mais j'aime bien me challenger notamment sur des trucs un peu plus scientifiques, pour essayer d'évoluer en tant qu'humain et d'apprendre des choses. Moi j'ai besoin d'apprendre des choses, donc forcément ça va passer là-dessus. Je lis un peu de littérature japonaise, j'essaye de diversifier, mais il n'y a pas un genre qui m'obnubile prochainement, à part peut-être le Cozy Mystery avec d'autres séries, sachant que c'est un genre qui est en train d'être plus en plus publié en France, avec des sagas qui sont assez gigantesques, notamment aux States,
qui commence à arriver. Mais je suis toujours ouverte aux propositions. Et je pense que cette année, vous avez sûrement vu, j'ai l'impression qu'il y avait plus de diversité, moi, en termes de lecture. Mais c'est peut-être moi qui ai cette impression-ci. T'est-il déjà arrivé de ne pas chroniquer un livre après ta lecture pour éviter une polémique? C'est une question touchy. Je ne crois pas. J'estime avec, par exemple, Opaline, voilà, on est quand même plusieurs figures sur YouTube à avoir critiqué la représentation des femmes et la dark romance et ce genre de choses, et à l'avoir dit haut et fort, et de se prendre plein d'harcèlement et d'insultes à la gueule à cause de ça. Donc les polémiques, j'y échappe pas forcément. Quand il y a eu Guild et tout, je savais en faisant la vidéo que j'allais m'en prendre plein la gueule. Je le savais, ça m'a pas empêché de le faire, et que même s'il y a un livre à Cotard, je veux dire... Sincèrement, quand j'ai lu le tome 2, à Cotard commençait à être un petit peu populaire en France, moi je l'ai lu en anglais. Vu tout ce que je me suis pris comme merde, j'étais une des seules à avoir parlé d'Acotar de cette façon. Si, vis-à-vis de Saxus, voilà, je suis partie des gens qui ont dénoncé de Saxus très très tôt, voire dans les premières à l'avoir fait, et à continuer, j'ai quand même pas mal d'engagement. Donc c'est pas pour les polémiques en soi. Par contre, oui, je me censure sur deux choses. Je vais te donner deux cas d'exemple. Il y a un truc de polémique que j'évite parce que j'ai eu beaucoup d'harcèlement là-dessus et ça a été horrible, et que ça a des impacts sur moi en salon, et que j'ai toujours peur que ça en vienne aux mains, tu vois, de temps en temps. La première, cette année, j'ai un exemple. J'ai alors lu un livre que j'ai pas reçu en service presse. J'ai lu un livre que je n'ai vraiment pas apprécié, que j'ai trouvé très mauvais et que j'ai rien trouvé de positif. Le problème, c'est que c'est un auteur français publié par une maison d'édition française, une petite structure. Et je n'ai pas fait de chronique parce que je ne voulais pas blesser l'auteur ou blesser la maison d'édition. Et surtout que c'est des maisons d'édition qu'on voit souvent en salon. Moi, c'est mes collègues de travail. Donc à un moment, je me suis dit, je l'ai lu, voilà. Pour le coup, c'est ça. Je vous prends un autre exemple pour la polémique parce que ça me ressortit. Je m'étais posé la question avec Ericsson à la suite de mes lectures si j'allais poster mes avis sur YouTube parce que mes avis n'étaient pas très positifs sur l'auteur. Bah, je l'ai fait quand même. Je me suis pris un shitstorm dessus. Pareil pour Sanderson, j'ai eu des commentaires extrêmement désagréables et pour Conan et tout. C'est mes opinions, je vais pas les changer pour faire plaisir au peuple. Le deuxième point, c'est le point un peu touchy de l'autopublication. J'ai pris le parti pris de ne pas chroniquer de livres autopubliés parce que déjà je suis éditeur, que je fais ce métier, que j'ai fait des études, j'en ai chié pour arriver où j'étais, et que j'ai un peu du mal avec le fait que des personnes estiment qu'ils sont éditeurs alors qu'ils n'ont jamais édité un livre de leur vie, s'ils n'ont pas fait d'études, ils s'autoproclament voilà, gérant d'une maison d'édition et parfois dissimulés ou d'auto-édition. Voilà, moi c'est forcément que c'est pas cohérent avec mon idée. Il y a des cas où ça se peut être genre vraiment l'auto-édition est très très bonne et tout. Ce sont des publics qui sont assez frileux et entre ce que t'as des coupures, tu sais, dans tes mots, il y a des sélections de phrases et en fait les gens voient pas les vidéos entières donc ils comprennent rien et ils tirent des conclusions. Donc moi j'ai fait une croix sur le fait de lire des romans autopubliés. J'ai voulu tester des genres littéraires qui ne sont pas publiés parce que ce sont des genres très particuliers qui ne vendent pas, et vu ce que ça m'a valu du genre vraiment des campagnes d'harcèlement, de menaces de mort pendant des jours, je suis en mode franchement on en est là, et des gamineries qui me... Moi j'ai passé l'âge de ça, ce qui fait que en fait c'est un choix où maintenant c'est pas que je me censure, c'est que même si je lisais un récit autopublié, je ne pense pas que j'en parlerai sur la chaîne, tout simplement parce que déjà si je fais la pub pour l'un et pas pour l'autre, ça va créer des scandales, et que à chaque fois que voilà, j'en parle de la même manière qu'une maison d'édition. Voilà, j'ai des critères de lecture et tout. Et ça part en scandale, donc c'est des trucs où, voilà, la polémique, là, c'est pour ma propre protection aussi, parce que j'ai vécu des moments en salon vraiment très désagréables avec des auteurs autopubliés, où quand t'arrives, t'es regardé de la tête aux pieds, que t'entends chuchoter, et t'as plusieurs teams, tu vois, vraiment. Après, je dis en généralité, ça se passe souvent très très bien, mais voilà, c'est aussi des choses, et je pense que vous êtes pas sans ignorer qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux à ne pas parler d'autopublication, pour ça, voilà, et c'est quelque chose qui nous est reproché, mais en même temps, si tu te fais agresser à chaque fois, c'est un peu compliqué. Je crois, je m'aide jamais censuré sur le politiquement correct, du genre, vraiment, je vais pas en parler parce qu'il y a une polémique et ce genre de choses, mais par contre, il y a des choses que je ne lis pas parce que je veux pas que ça provoque de polémique. Mais de toute manière, maintenant, faut dire ce qui est, nous sommes tous problématiques, nous sommes tous polémiques.
Parce que sinon, il y a des camps partout. Booktube est devenu quand même un univers pas très très sain du tout. Même si tu y mets toute la bonne volonté, que t'es la personne la plus chill, sympa et moins problématique qui soit, tu seras forcément dans une polémique à un moment. On en voit tous les jours, des fois j'hallucine un peu de ce qui est devenu Booktube, quoi. Ça me dégoûte un peu. Alors, n'as-tu pas l'impression de toujours lire la même chose en fantasy et de te lasser du genre? Alors, forcément, quand je lis 15-20 livres de fantasy, j'alterne maintenant avec d'autres lectures parce que y a une sorte de lassitude, mais c'est même pas une question de toujours lire la même chose, c'est juste que moi j'aime bien varier. Tu sais, c'est comme si tu manges 10 fois des féculents, t'aimes bien manger des légumes de temps en temps. J'avais cette pensée-ci, du genre des fois j'étais vraiment en mode putain, je lis toujours les mêmes histoires, c'est toujours un peu la même chose et tout, il y a quelques années. Maintenant, je suis beaucoup plus sélective sur mes romans. Je lis des choses qui sont pas forcément très populaires et je lis des choses où je lis normalement la fantasy aussi moderne avec des genres différents, des histoires différentes. Donc le côté lassitude, tu vois, le moi de l'imaginaire m'a pas paru difficile cette année à lire parce que j'ai lu des choses extrêmement différentes. J'ai autant lu du Anne Rice que j'ai lu plein de trucs, mais que des trucs qui sont plus historiques, que des trucs qui sont plus tristes, des trucs plus légers. J'alterne, mais je ne ferai plus l'erreur de lire par exemple 2 grosses fantaisies des années 80 à la suite. Voilà, c'est tout quoi. Et j'ai toujours ce petit truc de lassitude quand je relis des vieilles séries où tu te dis, bon, ça j'ai déjà lu, mais tu vois, j'ai lu par exemple La Roue du Temps il y a 1 an ou 2, j'ai tout lu quasiment en une année. Là, forcément, t'as une lassitude parce que t'as l'impression d'avoir lu 15 fois la même chose. Ça change un peu avec mes sélections de livres et j'ai l'impression d'alterner pas mal de choses et c'est ce qui est intéressant et de faire une sélection qui est pour, notamment, rien que si vous choisissez des livres d'imaginaire qui ne sont pas écrits par les mêmes cultures, vous verrez que les livres ne parleront pas de la même chose, ne parleront pas des mêmes thèmes, et c'est pour ça que voilà, j'ai tendance à aller vers des thèmes, des sujets. J'ai lu un peu de SF aussi cette année pour alterner. J'essaye d'éviter cette lassitude, mais à un moment ou à un autre, ça arrive, surtout au vu du nombre de livres que je lis par an, ça arrive de se lasser. Donc tu vois, même le Cozy Mystery, je vais jamais en lire 3 à la suite, quoi. J'alterne toujours parce qu'en plus je suis quelqu'un qui me lasse vite déjà de nature, donc il faut un peu varier. Comment appréhender la romantaisie sans mépris? Ça m'a fait rire, selon toi. Alors, c'est le mépris, le cause de mépris et romantaisie. Moi, mon avis sur la romantaisie, il a assez évolué en fonction du temps, hein, forcément. C'est un genre qui évolue, c'est un genre qui grossit. Et donc, on a nos pensées qui évoluent. J'ai jamais été réfractaire à 100% à la romantaisie. J'ai toujours été en mode, les gens lisent ce qu'ils veulent. Ça me fait chier pour plein de raisons et que moi ça m'inquiète pour des raisons, on va dire que c'est en train de tuer la fantaisie adulte que je trouve plus importante, voilà, plus intéressante. Donc forcément ça m'emmerde, hein, je vais pas dire le contraire, mais je ne suis pas du tout dans le jugement déjà des lecteurs et des lectrices. Je vais être plus dans le jugement, moi, vis-à-vis de ce genre-là, des influenceurs du livre, des éditeurs, des libraires et ce genre de choses. Moi, je suis plus dans le jugement des professionnels du livre que des gens qui lisent ça. Moi, c'est mon petit fléau personnel, mais je ne suis pas réfractaire non plus au genre, dans le sens que je pense qu'il y a des bonnes choses et que ce genre fait lire des gens. Ça, c'est hyper important. Et que les gens ont besoin d'amour, ont besoin de pas mal de choses et que c'est beaucoup plus facile à lire qu'une fantaisie. C'est-à-dire que la romantaisie, de toute façon, c'est un prétexte pour de la romance. Hein. En général, mais même quasiment, moi, je ne le classe même pas dans le genre de la fantaisie, je classe ça dans le genre de la romance avec un soupçon de fantaisie. C'est la différence entre une fantaisie avec de la romance et de la romantaisie. Mais c'est le côté mépris. Alors ça, c'est la grande guerre en ce moment, et on en parle beaucoup, beaucoup en salon. Et on en parle même avec des gens, tu sais, qui sont en mode... ah ouais, mais en fait, t'es pas du tout critique des gens qui... Bon, c'est un sujet, hein, t'es pas du tout critique des gens, tu défends même le genre. Je fais... Oui, parce que déjà, moi, je suis qui pour aller juger ce que lit machin et machin? Juger qu'il y ait des gens sur Internet, des influenceuses, des collègues à moi, font de la prescription de livres pour les adultes, du fairy porn, du porno, parce que dès que vous avez des représentations de scènes explicites dans un livre, c'est du porno, on a des lois, et ça, je dois le répéter, parce que c'est pas moi qui l'invente, c'est le stricte légalité en France. Voilà, c'est pas parce que c'est du livre, c'est la même chose. À des mineurs,
ça me gêne profondément. J'attends, comme le Messie, que il y a des conséquences au fait qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre et qui font ça. Le côté mépris, on le voit énormément. C'est quelque chose que j'entends très souvent au salon où des gens critiquent la romantaisie de façon très agressive et je peux comprendre leur point de vue parce que nous, en tant que lecteurs d'imaginaire, on en souffre vraiment. On voit nos rayons se vider de littérature qualitative pour mettre des romantaisies où il y a du genre ça n'a pas sa place sur un rayon d'imaginaire. Des gens qui ont perdu de l'argent en achetant des trucs qui ont été estampillés fantasy alors que c'est de la romantaisie. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est compliqué pour la librairie et ça fait chier même beaucoup de libraires aussi. Donc voilà, en plus la romantaisie, moi j'ai aussi des choses que je peux remettre en cause sur le genre vis-à-vis de la représentation des femmes, et empli de sexisme et ce genre de choses. Je ne jugerai pas ça parce que je lis des auteurs qui sont sexy, je lis de la vieille fantasy, donc voilà, à un moment je vais pas m'auto-tirer une balle dans le pied, mais en soi le genre, j'ai beaucoup de choses à redire, mais je vais jamais juger les gens qui vont le lire, et au contraire parfois j'ai pas mal de gens qui me disent je me suis mis à lire grâce à ça, et là j'aimerais bien lire de la fantasy. Pour moi ça peut être un tremplin aussi, donc j'essaye de le voir comme quelque chose de positif, même s'il y a beaucoup de choses à redire, et que je suis totalement contre le mépris qu'il y a, parce que franchement, que ça soit même parfois en commentaire sous mes vidéos, mais quand tu vois les commentaires sur des forums, sur des trucs, sur Facebook, sur Instagram et tout, c'est en fait la romantaisie, le mépris de la romantaisie, ça cache quand même un sexisme très très profond, parce qu'en plus on assimile beaucoup ça aux lectrices de midinette qui lisent des trucs de romance nuls, et voilà, et t'as vraiment des trucs où... notamment du lectorat masculin assez âgé, qui sont vraiment, vraiment pas cool avec ça, et qui sont très insultants. Quelque chose que j'autorise pas du jugement des lecteurs, des lectrices, et que, mine de rien, même si c'est des genres que je trouve pas très bien écrits, que voilà, j'ai beaucoup de choses à redire, moi je suis pas quelqu'un qui fait un jugement de classe sur la littérature, et je pense qu'un bon éditeur, c'est pas quelqu'un qui fait ça. Chaque livre est destiné à une cible, doit répondre à des envies, et que t'es pas meilleur lecteur si tu lis du Dostoïevski que si tu lis de la romantaisie. Ça, dans mon imaginaire, c'est ce que j'aimerais penser. Après, objectivement parlant, un livre de Dostoïevski est mieux écrit. Voilà, il y a quand même une recherche littéraire que tu vas pas retrouver dans ces textes-ci. Donc c'est tout un truc de l'intellectualisme, c'est ça qu'on appelle, qui est très reproché. Et moi, je suis un peu le cul entre deux chaises avec ça, parce que je suis un peu parfois en mode... j'ai des pensées comme ça et je me dis ça contredit ce que je pense aussi, et c'est un genre qui me contredit sur pas mal de choses, hein. Voilà, je réfléchis beaucoup à ça, et je suis une lectrice qui vient du manga dans les années 90-2000, donc je peux dire que le jugement mépris de classe et mépris du genre littéraire que tu consommes, voilà, je suis une lectrice de genre, hein, donc le nombre de fois on m'a dit que ce que je lisais c'était de la merde, et que la fantasy n'atteindra jamais la qualité d'autres romans, qu'on m'a interdit de faire, par exemple, mon mémoire sur Tolkien, ma première année de master, et que j'ai dû me battre pour pouvoir faire mon mémoire sur Tolkien, parce que les gens qui étaient sur place ne voulaient pas qu'on fasse de mémoire sur la fantasy. Je le connais, le mépris, hein, mais c'est pour ça que j'essaye de pas le reproduire, mais en même temps, objectivement parlant, c'est un genre que je trouve qui n'est pas au niveau... qualité du scénario, qualité du world building, qualité de l'histoire, voilà, au niveau qualitatif objectif, ça n'atteint pas pour moi la fantasy adulte de ce que j'ai pu lire sur les questions, les développements et tout, mais c'est pas la volonté du genre en fait. Et je pense que c'est ça qui est la question, c'est que la romantaisie pour moi c'est du pur divertissement, c'est de la littérature consommation, c'est de la littérature, et c'est pour ça que ça a été aussi pensé pour être des beaux livres, c'est de la littérature qui est là pour la détente, c'est de la littérature qui est là pour aussi faire plaisir sous plein d'angles différents, mais il faut vraiment pas avoir de mépris là-dessus, et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont très méprisants en jugeant par exemple le fait que ça soit du PORNO. Moi je le juge quand c'est destiné aux mineurs, parce que voilà, c'est pas du genre quelque chose que je soutiens. Par contre, le fait que la romantaisie, parce que souvent il y a ça, soit un genre qui prend plus de place, c'est aussi une façon pour les femmes de se réapproprier le genre de l'imaginaire, qui a quand même été dominé par les hommes pendant très longtemps, de se réapproprier aussi le PORNO d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures. Tu vois, au lieu d'avoir du mépris, je pense qu'il faut simplement l'ignorer.
et continuer à lire. Il y a d'autres choses qui sont proposées, mais c'est vrai que moi, il y a des moments, je cringe beaucoup, et je dois l'avouer aussi, hein, j'ai fait des salons où t'avais des autrices, parce qu'il y a beaucoup d'autrices de romantaisie, et quand je vois le public, le comportement du public et tout, je suis hyper mal à l'aise, mais parce que je me suis bien rendu compte, et c'est sur le terrain, que les lectrices de romantaisie, et les lecteurs de romantaisie, c'est pas les mêmes lecteurs que de fantasy young adulte, ou que de fantasy adulte. C'est pas le même lectorat, et il y a, comment dire, ça serait quand même bête de se tirer dans les pattes, sachant qu'on est tous issus du regroupement des sous-genres et qu'on serait peut-être mieux à serrer un peu les coudes pour taper un peu dans le nid de la fourmilière, d'être plus présent sur les plateaux. Et voilà, moi, le seul truc qui me fait un peu peur en ce moment avec la romantaisie, c'est la popularité du genre et le fait que beaucoup de gens vont assimiler la fantaisie à la romantaisie, ce qui n'a rien à voir. Tu prends des auteurs ou des autrices très engagés, tu prends un Michael Roche, qui est très engagé sur les cultures créoles, qui fait de la SF fantasy avec une vraie démarche littéraire et tout, genre un truc qui est très pensé, très développé. Je pense que des auteurs comme ça pourraient peut-être pas apprécier d'être comparés à des autrices où on suit juste une nana qui tombe amoureuse d'une fée, et voilà, ils vont faire des petites reproductions pendant tout le bouquin, et puis il y a une petite histoire narrative derrière. Ça peut se comprendre aussi, ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'il peut paraître parfois difficile d'avoir une, comment dire, de pas être méprisant quand on aime le genre qu'on aime lire, mais je pense qu'il faut plus accueillir, et je suis sincèrement persuadée que là, il y aura dans les années prochaines des romantaisies bien mieux écrites, et qui seront peut-être entre les deux en fait, avec des fantaisies un peu plus développées, et des choses où il y a de l'intérêt, parce qu'on parle d'Acotar, mais Acotar en soi, très problématique, je l'ai toujours dit sur plein de choses, mais il y a un univers développé, c'est un vrai univers de fantasy. J'ai un client sur deux en salon qui me parle de la romantaisie, et en quoi ça les gêne pour certains sur certaines choses, et en quoi ça les inquiète pour le futur de l'imaginaire. Et même nous, en tant qu'éditeurs, j'ai entendu des maisons d'édition qui ont fermé parce qu'ils voulaient pas finir par être des maisons d'édition qui font des livres de fesses. Et après, je pense aussi que tu peux l'appréhender dans un angle plus de découverte, de te renseigner s'il y a une romantaisie qui sort et qui est plus palpitante que les autres, meilleure, mieux écrit, moins sexiste, moins dans le schéma de la domination, parce que bon, les romantaisies, c'est quand même très basé sur quand même des redéveloppements de biais patriarcal, hein, on va pas se le cacher, mais il faut réfléchir un petit peu la chose, et quand tu vois ce qui est, on va faire un comparatif, hein, quand tu vois ce qui est sorti dans les années 80, 70 en imaginaire, au niveau sexisme, au niveau représentation patriarcale et tout, on était bien dedans. Je pense que le genre, il faut lui laisser le temps aussi de se développer, et de peut-être aussi évoluer en quelque chose de plus évolué. On est aux prémices, donc il faut laisser le temps un petit peu. Que le mépris, il est très présent. Moi, il y a eu des posts de maisons d'édition, il y a eu des choses où t'es en mode... ah ouais, c'est vraiment dans l'imaginaire, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont du mépris envers ce genre, et il y a beaucoup de lecteurs qui ont du mépris envers ce genre. Et je pense que c'est forcément inhérent à l'arrivée de quelqu'un qui fait de la concurrence, alors que de toute manière, on est tous humains, que on ressent tous du mépris, de toute manière. C'est-à-dire, c'est une des choses, une des émotions qu'on ressent dans la vie. Mais de toute manière, je pense que c'est un genre, moi, dans mon avis personnel, qui va se dévorer sur lui-même, parce que c'est un genre, dans ce que je vois, dans les chroniques, dans même ce qu'on remarque, c'est un genre qui se répète beaucoup et qui lasse beaucoup son lectorat, parce que c'est toujours à peu près le même type d'histoire. Est-ce que tu aurais un bon film ou de bonnes séries à recommander en imaginaire ? Alors ça, il pourrait faire une vidéo consacrée. J'ai 3 séries à te recommander. La première, c'est Dark Crystal. J'ai fait une vidéo dessus qui est sur Netflix, qui est une série au-delà du fait que c'est hyper intéressant, c'est des marionnettes et tout. L'histoire est très chouette, très classique. C'est donc la série qui est inspirée du film des années 80, je sens que c'est les années 80. Ambiance un peu glauque, voilà, avec des élus, fantasy très classique, mais l'univers est extrêmement chouette et sombre, et moi j'adore, je suis une fan de cet univers-ci. Penny Dreadful, alors Penny Dreadful, on est plus dans l'horrifique, mais fantastique, parce qu'il y a des créatures. Penny Dreadful, c'est 19e,
à Londres, où tu suis Vanessa, qui est une jeune femme en proie à de gros soucis, notamment en lien avec des créatures, qui va faire la rencontre d'un homme américain qui est un loup-garou, et tous les deux vont devoir un peu affronter les affres de la nuit, avec plein de personnages, et on retrouve autant la figure du vampire, du loup-garou, le portrait de Dorian Gray, voilà, on a énormément de références, que ce soit culturelles ou mythiques, à des grandes créatures, et la série est tout bonnement splendide. Elle a été arrêtée, c'est à la saison 3 ou 4, donc la dernière saison est très précipitée, mais je peux te dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis une grande fan d'Eva Green qui maîtrise le rôle à la perfection, et l'acteur qui joue le loup-garou aussi. C'est une série qui est formidable, qui fait un petit peu de frisson, mais j'aime bien la manière dont elle aborde les grands mythes. Et la troisième série, alors, pour ceux qui sont en live, vous savez de quoi je vais parler. Ma nouvelle obsession dans la vie, c'est Entretien avec un vampire, dont les 2 premières saisons sont disponibles sur Paramount+, qui est la nouvelle adaptation du récit de Anne Rice. Je pense que c'est une des meilleures adaptations que j'ai vues de ma vie, et j'adore le film, mais je pense que ça a battu le film vraiment sur la série. J'ai adoré. Donc Entretien avec un vampire, là c'est une réinterprétation, mais il y a des petits changements, mais ça suit quand même beaucoup plus le livre dans le développement de la relation entre Lestat et Louis. Louis est un jeune homme à la Nouvelle-Orléans qui fait son business, voilà, il évolue un peu au bout de sa vie, et qui va se laisser mordre, du moins accepter la vie immortelle de la part de Lestat, quelqu'un qu'il rencontre, quelqu'un de très charismatique qui vient de l'Europe. Donc on va suivre le parcours de Louis, qui devient un jeune vampire, et sa relation avec Lestat, et je vous laisse découvrir un peu plus ça. J'ai pleuré pour quasiment toute la dernière saison à chaque épisode. Il y a des retournements de situation, c'est beau, c'est triste. Alors Anne Rice, c'est inspiré du courant romantique, donc il y a une certaine glamourisation de la beauté, c'est elle qui a glamourisé le vampire, et surtout c'est une série qui parle beaucoup de sentiments, d'amour tragique, voilà, c'est extrêmement triste et beau. Et voilà, donc il se crie dessus, ça parle beaucoup, et j'avais beau avoir lu le livre, bah voilà, je savais ce qui allait se passer, mais ça m'a pas empêché de pleurer pendant une partie. C'est une des rares séries qui m'a provoqué autant d'émotions vis-à-vis des personnages. Le casting est exceptionnel, la musique est superbe, la photographie est superbe, et j'attends la saison 3 avec grande impatience. Ils ont vraiment fait un taf de fou, et sachant qu'Anne Rice avait participé avant son décès un petit peu à la production de la série, donc c'est très sympa, et surtout que c'est remodernisé sur plein de questions. Le vampire va être vraiment une image de l'homosexualité, du racisme, qui est beaucoup plus que dans le livre, et franchement c'est une réussite, je vous le conseille. Ensuite, là on va passer sur 2 questions un peu plus professionnelles. Quel a été ton meilleur souvenir professionnel de cette année ? Pour tout vous dire, cette année a été très dure, donc j'ai pas bien sûr les salons, vous rencontrez, voilà, j'ai toujours des histoires bouleversantes, ça pourrait être classé dans mes souvenirs professionnels. Je pense que cette année, la chose qui m'a le plus marqué, et je pense qui m'a le plus émue en soi, il y a eu 2 choses. Moi cette année, j'ai réussi à publier La Reine de Fer. J'ai mis un terme à cette histoire qui est compliquée pour moi au niveau personnel. Donc c'est une histoire que j'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans, j'en ai eu 30, voilà, et ça a été conclusif de pas mal de choses, ça a remué énormément, et je pense que cette année a été compliquée pour moi aussi, parce que je pensais avoir réglé plein de choses, et en fait il y a plein de choses que je n'ai pas réglées. Donc voilà, et par l'écriture, voilà, c'est un peu cathartique parfois, mais ça a soulevé des questions, et donc ça a été déjà terminer quelque chose, de mettre un point final, d'être contente voilà, d'avoir mis ce point final, et contente de laisser Isobel aussi un petit peu en dehors de ma tête, et c'est bien aussi, même s'ils sont toujours là, que je pense aux personnages assez fréquemment, mais c'est d'avoir terminé, d'achever une chose, d'avoir été contente aussi que les gens soient si contents que la suite sorte. J'ai eu beaucoup de messages, c'est extrêmement touchant, vraiment ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc ça a été compliqué, parce qu'en même temps, j'ai dû assimiler le fait que je pourrais sûrement pas réécrire tout de suite, parce que j'ai pas le temps, et donc c'est une croix quand même sur quelque chose que je rêvais, voilà, de faire quand j'étais plus jeune, mais je mets en avant, voilà, je fais des sacrifices, et je sacrifie un peu mon bonheur, on va dire, professionnel, pour le bien-être de la maison d'édition. Et le deuxième point, et vous allez vous dire c'est un petit peu bête, mais en fait la chaîne YouTube cette année, j'ai
je fais moins de vues, mais YouTube fait moins de vues, donc dans tous les... On accepte ça, mais j'ai l'impression que mon travail est beaucoup plus estimé que c'était le cas il y a... Voilà, ça va faire 10 ans que je vais être sur YouTube l'année prochaine. Je pense que ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est les Imaginales cette année, où ça arrive quand même assez fréquemment que les auteurs me remercient quand voilà, ils savent que j'ai fait de la chronique de leurs livres et que ça vend des livres, parce que mine de rien, moi je sais que je fais vendre des livres parce que je le vois en salon et que beaucoup d'auteurs me le disent. Et c'est vrai que les auteurs ne se déplacent jamais. Il y a même des auteurs qui ne disent pas merci, du genre je vois dans leur regard, ils disent ah oui, j'ai vu que vous avez fait une chronique et tout. Ils ne remercieront jamais, ça leur arrache trop le cœur. Voilà. Donc il y a des gens qui sont pas dans cette démarche-ci, mais et j'étais avec Arnaud à ce moment-là, on était tous les deux sur le stand, mais le fait que Claire Duvivier et Guillaume Chamanedjian viennent sur le stand des Trois Nornes me remercier personnellement pour les vidéos et pour le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus les voir pour à la suite de mes vidéos, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, ça m'a touchée, mais quelque chose de... Parce que c'est rare que les gens fassent le déplacement, et les gens avec qui on discute et tout, c'est des auteurs avec qui je discute fréquemment, où je peux dire que c'est des connaissances de travail, on discute bien. Mais voilà, ça a été touchant. En plus, bon, Arnaud est un grand fan aussi, donc ça a été un moment très beau pour nous deux. Et voilà, ils ont parlé de leurs livres que j'ai lus, là, les dernières sorties, donc on a pu savoir un petit peu en avance pas mal de choses. Et ça a été un super moment, et je le chérirai parce que c'est franchement la façon dont ils ont présenté le fait qu'ils étaient dans le remerciement et la manière, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée, donc voilà, c'est assez rare, nous, qu'on a des retours des auteurs, notamment des gros auteurs. Donc ça fait toujours plaisir. Et ça a été un très beau souvenir professionnel. Alors enfin, dernière question qui n'est pas la plus joyeuse qui soit. Comment se passe la collaboration entre ta maison d'édition et les auteurs ? Vu ce qui s'est passé assez mal, je dois le dire, mais jusqu'où vont tes conseils, tes corrections ? Je me demandais si cela concernait seulement des parties du livre ou si ça t'est arrivé de conseiller de changer certaines trames principales. Alors, cette question, donc moi cette année ça s'est pas très bien passé, ça s'est toujours très bien passé, voilà. Il y a eu on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est dur d'être éditeur, on s'en rend pas compte, mais c'est assez difficile. Moi, en tant que Trois Nornes, et comme beaucoup de maisons indépendantes, nous faisons ce qu'on appelle du travail éditorial. On ne se contente pas de choisir des manuscrits et de juste faire une correction et les envoyer. Nous, moi je passe parfois 7 à 8 mois sur des manuscrits. Ça dépend des manuscrits au niveau de la correction, mais sache que nous on fait toujours beaucoup de corrections éditoriales. Et en fait, quand ça s'est passé, moi j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, j'ai eu beaucoup de collègues de travail qui sont venus me voir aussi, qui m'ont donné des anecdotes et tout. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés en fonction des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui font beaucoup de travail éditorial, d'autres qui n'en font pas. Et il y a des auteurs qui prennent très mal le fait qu'il y a des corrections éditoriales parce qu'ils ont été dans une plus grosse maison d'édition et qu'il y en a eu moins. En fait, on travaille tous de façon différente. Nous, chez les Trois Nornes, on publie peu, mais on publie bien. C'est un truc qui est hyper important. Moi, je publie des livres qui ont un certain style d'écriture développé, des world-building développés, des histoires originales. Je vais pas publier un truc qui n'aurait pas de travail éditorial. Pour moi, c'est pas du tout concevable et je n'ai jamais reçu un manuscrit où il n'y avait pas de travail éditorial. Et je pense qu'il faut casser le mythe du fait que quand tu es auteur, tu es un génie et que tu vas être publié comme ça. Beaucoup d'auteurs qui n'imaginent pas le travail qu'il y a derrière un texte et que même chez les grands auteurs, il y a énormément de travail éditorial. C'est un grand mythe du fait que mon texte, on va rien changer et tout. Il y a forcément des erreurs. Déjà, il y a forcément des erreurs, il y a forcément des problèmes de cohérence, il y a forcément des problèmes dans le texte. Donc, en fait, ça dépend. Sur des textes qui me sont envoyés, qui sont bien construits, je pense par exemple à La Couronne d'Océ d'Épines. Quand je l'ai découvert, c'est un texte où il y avait déjà un gros world-building et tout. On a développé, on a fait des coupes parce qu'il y avait des problèmes au niveau scénaristique et ce genre de choses. Donc là, il y a des moments, l'auteur, quand tu lui expliques, je veux dire, c'est notre boulot de dire que les gens s'ennuient pas. Donc voilà, on fait des modifications. Moi, ça va être beaucoup de travail sur le style parce qu'en général, les auteurs... c'est important, voilà. Ça peut être très très différent, mais les lourdeurs, les répétitions, que ça soit des répétitions de mots, des répétitions de consonances, des répétitions de scènes aussi. Il y a des auteurs qui ont les tics. Vous vous rendez pas compte du nombre de tics qu'ont les auteurs en écrivant. C'est très 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 fréquent. Et c'est pas quelque chose de mal et de pas positif, mais notre métier à nous, c'est de dire le négatif. Donc forcément, la relation éditeur et auteur, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, moi je procède sur des textes par exemple comme Les Objets Maudits,
Émilie venait juste de l'écrire. Donc c'est un texte qui avait qu'un premier jet. Donc là, on a eu beaucoup, beaucoup plus de travail parce qu'il y a eu de l'accompagnement, il y a eu des choses, on est là pour aider les auteurs. Moi, il y a des moments, je dis, bon là, c'est pas suffisamment original, là, j'ai déjà lu ça. Des fois, je leur dis, je fais ça s'est passé dans ce livre aussi. Donc voilà, il y a des trucs où tu peux plus laisser passer. Tu as aussi tout ce qui est sensitive writing, donc tous les biais racistes, sexistes et tout. Il y a beaucoup de gens qui se pensent très ouverts d'esprit, il y a quand même énormément de biais dans le texte où ils s'en rendent pas compte. Donc forcément, ça c'est du travail en plus, et j'en passe par la langue et tout plein de choses. Mais voilà, moi je procède toujours par le fait qu'on fait un Skype de bienvenue chez les trois normes. J'explique ce que je demande, je dis à peu près les gros trucs, voilà, qu'il y a des soucis de cohérence, voilà, ce genre de choses. Et je dis, voilà, si on signe ensemble, s'il y a des gros changements au niveau de la trame, je peux dire que là, par exemple, je trouve que sur ce passage-là, il y aurait possiblement besoin de changement parce que soit c'est pas assez original, soit c'est mal écrit, soit c'est chiant, ça arrive aussi. Donc il y a des choses où nous, notre but, c'est de tirer le manuscrit vers le haut. Et moi, j'ai pas envie de publier chez des textes moyens chez les trois normes. Donc on a des exigences, et c'est souvent le cas chez les petits éditeurs. Mais ça, c'est des choses qu'on a établies dès le début. Tu vois, un auteur, si je vais lui dire, tu vois, là j'ai repéré un texte, il y a beaucoup de travail éditorial, il y a tout un world building à construire, il y a des manques de cohérence, il y a des choses où on va devoir faire du rajout pour lier un peu plus ces trucs. Si la personne n'a pas envie de travailler ça, voilà. Mais en soi, scénaristiquement parlant, changer des trucs, non. Parce qu'en fait, moi, s'il y a des gros changements, je prends pas. Parce que c'est parce que le livre, on garde l'essence du livre, tu vois. Je sais pas moi, les fins souvent c'est les auteurs qui demandent à changer. C'est pas forcément moi, il y a les auteurs en fonction du travail éditorial qui vont dire je préfère avoir cette fin-ci et tout. Donc des fois j'ai clairement dit, je fais la fin est bien meilleure la première proposition que la nouvelle proposition. Parfois ça arrive, mais moi c'est notre but, et en même temps ils sont publiés chez nous. C'est nous qui payons, je veux dire, c'est nous qui prenons les risques financiers. L'auteur, il est prévenu dès le début, les corrections éditoriales, de toute manière, tu signes en connaissance de cause. Et voilà, et c'est pas comme si on cachait des choses, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, le travail éditorial. Bon voilà, nous, ça a été le cas. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas en capacité d'accepter qu'on dise le négatif sur leur texte, qui sont pas en capacité de comprendre qu'il y a des tocs d'écriture, qui sont pas en capacité de dire qu'il y a des problèmes de cohérence et tout. Et moi, je suis très carrée là-dessus. Je l'étais pendant mon master, je suis quelqu'un de très carré dans le travail, donc voilà. Et ça m'a un peu rassurée parce que j'ai entendu beaucoup de choses où c'est le cas en fait. Et il faut bien se rendre compte que nous, on publie des jeunes plumes. On publie des gens qui n'ont jamais souvent publié, donc des gens qui ignorent tout. Il y a sûrement moins de travail éditorial sur des gens dont c'est le métier, qui savent écrire, qui ont écrit 5-10 romans. Pas du tout la même façon d'écrire un premier texte que 3-4 textes après. Donc voilà, c'est toutes ces choses. Et pour avoir travaillé avec des maisons d'édition où, quand j'étais en études et tout, où il n'y avait pas de travail éditorial, pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule vis-à-vis du lecteur. Le lecteur, il paye un prix, voilà. Donc, mais c'est des choses qui sont sues à l'avance. Par exemple... le dernier texte qui s'est pas fait, ça avait été très su, je l'ai dit dès le début, qu'il fallait rendre les choses beaucoup plus adultes, beaucoup plus sombres, parce qu'il y avait beaucoup de moments où il y avait des problèmes de cohérence et de ton. Voilà, les problèmes de ton. Ça, c'est un truc que les auteurs ont beaucoup. Il faut une cohérence dans l'ambiance, que nous, on était prêts à signer si l'autrice était en mode, voilà, là, on fait un récit adulte, pas young adulte, et des moments, voilà, il y a des auteurs qui changent d'avis, mais là où il y a des changements de trame principale, c'est quand par exemple t'as des scènes qui sont quasiment des copier-coller de scènes précédentes. Les auteurs s'en rendent pas forcément compte, ou parce que la trame principale est sexiste, homophobe, romantise des choses qui ne sont pas du tout dans notre ligne éditoriale. Ça peut être le cas. Mais la trame principale, non, pour le coup. Après, ça on le voit à la première lecture. Mais voilà, il y a des moments où je demande à changer des choses et c'est toujours dit au début en mode voilà, vous êtes ok ou pas. Si on peut faire moins de travail éditorial, on préférerait ne pas passer des heures et des heures à faire du travail éditorial. C'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. On fait ça parce que c'est nécessaire à ce que le texte soit bon, à ce qu'il ne soit pas sexiste ou pas voilà, pour pas mal de raisons. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que parfois ils écrivent assez lourdement, voilà, qui ont l'impression d'avoir une très belle plume, mais c'est pas toujours le cas. Et surtout... il y a des trucs sur lesquels ils veulent pas changer.
Genre vraiment, mais des trucs cons. Souvent, c'est sur des trucs cons. Et t'es en mode, mais en fait, ça, c'est en train de gâcher le récit de A à Z. Et souvent, il y a des soucis de cohérence et tout. Et en fait, sur des trucs bêtes, et on comprend pas, bah, ils veulent rien changer. Et t'es en mode, bah là, ça va être compliqué parce que là, tu vas voir le texte est bien et il te va avoir un passage qui est vraiment moins bon que les autres. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé quand t'as des auteurs qui font des corrections et qui eux-mêmes changent des principes de sa trame principale. Et je dis, bah en fait, non, là, on n'a pas signé pour cette histoire-ci, donc voilà. J'ai dit, moi, j'ai signé pour ça. Là, la proposition, elle est beaucoup moins bonne que la première, ça va pas être possible. Donc voilà. Et nous, on signe pour un texte de base aussi. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'il y a des auteurs qui s'emballent un peu et qui paniquent, ou voilà, c'est très compliqué à gérer. Et surtout avec des jeunes auteurs. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas avec des auteurs un peu plus expérimentés. Mais sachez que si vous avez du travail éditorial sur vos textes, c'est en général que votre éditeur se préoccupe du texte et va pas vous envoyer à la fosse au lion avec des textes qui sont mal édités. Voilà. Tellement d'auteurs qui ont un certain ego, certaine appréhension de leur livre, qu'ils comprennent pas qu'en fait parfois c'est mauvais ou que tu essayes de les tirer vers le haut. Donc ça c'est une autre question. Et c'est les difficultés de ce travail-ci. Et je suis pas une personne hyper patiente, je travaille là-dessus, mais il y a des moments, c'est lourd à porter. Voilà, c'est lourd à porter. Il y a des moments où quand on prend pas le conseil, en fait là on dit c'est pas forcément un conseil, c'est là, si tu changes pas ça, c'est souvent sur les soucis de cohérence et tout, c'est que le bouquin ça veut rien dire. Il y a des moments où ça ne veut absolument rien dire. Et ça, les auteurs ont du mal à comprendre parce que pour eux c'est clair dans leur tête, mais c'est clairement pas clair à l'écrit. Mais on est aussi dans une ère où les auteurs lisent beaucoup de choses, écoutent beaucoup de gens parler, et parfois se rendent dans une position très très agressive déjà avec l'éditeur de base. Donc t'es en mode, bon, bah ça commence bien, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Sur ce, n'hésitez pas, vous, si vous voulez répondre aux questions, voilà, avec votre point de vue, toujours avec cordialité et tout, hein, il y a eu pas mal de sujets assez épineux, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée.